Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire avec Doud aujourd'hui. Euh, alors je vais laisser une petite minute le temps que tout le monde arrive. N'hésitez pas à me faire remonter s'il y a des petits soucis de son, des petits soucis d'image. Euh, voilà, si jamais il y a quelque chose qui passe pas très bien et si à première vue ça bug un petit peu, n'hésitez pas à rafraîchir votre page euh, pour bien établir une connexion propre. Bonjour Isabelle. Ok. Je vois que tout le monde arrive petit à petit. Bienvenue, bienvenue aux nouveaux arrivants. Super. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je rappelle rapidement les informations relatives à ce webinaire. Donc, dans un premier temps, évidemment, tout est enregistré. Vous allez recevoir le replay par mail si jamais vous avez besoin de reconsulter la présentation ou autre. Et vous recevrez un mail de ma part avec également la documentation si vous avez besoin de vous appuyer dessus. Pour ce qui est de l'utilisation du chat et les questions, n'hésitez pas à rebondir directement dans la colonne chat si vous voulez interagir avec ce qu'on dit. Et si vous avez des questions qui portent soit sur les solutions, soit qui nécessitent une réponse assez conséquente et qu'on prenne le temps de se poser dessus, je vous invite à la mettre dans la partie questions et en fait on prendra le temps de traiter toutes les questions à la fin pour pouvoir rentrer dans le détail et vous apporter un maximum d'éléments. Alors, le programme du jour. En fait, on va voir dans une première partie avec l'expertise Doud la notion de solution propriétaire. Finalement, comment trouver une alternative aux grandes plateformes aujourd'hui et maintenir la rentabilité. Deuxième point, on va voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur votre trésorerie, la maîtrise de chaque canal et voir comment ce pilotage cash est couplé à une solution propriétaire ou une autre alternative peut vous aider à sortir un petit peu la tête de l'eau. Et enfin, dernière partie, questions-réponses pour échanger avec vous si vous avez des retours spécifiques ou des interrogations qui persistent. Aujourd'hui, en guest, donc rapidement, moi je me présente. Je suis Fred Bernard, je suis Product Marketing Manager chez Agicap et donc expert en gestion de trésorerie. Antoine, Loïc, je vous laisse vous présenter. Antoine Rabin, donc je suis directeur commercial et cofondateur de Doud. Bonjour Loïc Choquet, donc je suis effectivement cofondateur aussi de la marque Davon. Moi, j'expliquerai tout à l'heure ce qu'est Davon. Je m'occupe principalement de la direction du développement et du marketing. Super, merci beaucoup, mais ravi de vous avoir pour ce webinaire en tout cas. Merci. Alors, juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, Agicap, qui on est, pourquoi on organise ces webinaires-là. Tout simplement, Agicap, c'est un logiciel SaaS, donc en ligne, de gestion de trésorerie. En fait, nous, on va vous aider à automatiser tout votre suivi et votre prévisionnel de trésorerie plutôt que de gérer ça sur Excel. Voilà, donc en fait, notre outil se divise en 3 axes principaux. Vous avez le suivi de trésorerie avec une synchro bancaire qui va remonter les informations directement depuis vos comptes et une catégorisation automatique pour vous éviter en fait une saisie longue et parfois peu fiable sur Excel. Deuxième point, il y a la partie prévisionnelle. On va aller s'intégrer avec les outils que vous avez aujourd'hui pour remonter les informations toujours dans la partie prévisionnelle et vous aider à tester l'impact de décision à travers des scénarios d'impact. Et dernier point, comme c'est un outil SaaS, évidemment, tout ce qui est reporting et collaboration sera facilité. Voilà, vous aurez on aura le temps de voir un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Je m'appuierai sur l'outil pour vous montrer 2-3 tips. Antoine, je te laisse parler de Doud. Oui, alors Doud, nous, notre métier, c'est de proposer des solutions propriétaires de commandes en ligne pour tous les professionnels des métiers de bouche. Donc, on va être sur une solution en fait de commandes en ligne 360 en marque blanche. On en reparlera tout à l'heure. Donc, vraiment charté, logoté à l'image du point de vente. 360, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir développer du click and collect, du flash and collect et de la livraison
en propre, hors grande plateforme directement sur Dood, avec une capacité, donc des solutions plug and play, faciles à mettre en œuvre, puisqu'on est capable de déployer un compte client en 24 à 48 heures, sans intervention et sans trop de travail pour le restaurateur. Et on va être sur une plateforme qu'on va venir intégrer dans tout l'écosystème du commerçant, que ce soit sur son site web, que ce soit sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour toucher sa communauté et amener du transactionnel. Et également, on va l'intégrer sur le Google My Business. Solution en marque blanche, donc on n'est pas sur des plateformes, des e-boutiques standardisées. On n'est pas un point de vente parmi tant d'autres. On a sa propre identité. On va pouvoir travailler sa marque. Également, un point important, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité d'aller s'interfacer avec un certain nombre de logiciels de caisse. Donc là aussi, pour fluidifier et s'intégrer à l'écosystème du restaurateur et optimiser toute la gestion de la commande en ligne. Et un point fondamental, c'est qu'on est sur un business model qui est très différent, puisqu'aujourd'hui, on ne prend pas de commission sur vente. Donc là aussi, on en parlera tout à l'heure, mais ça va vraiment permettre de préserver sa rentabilité et de piloter son canal de vente en ligne. Et voilà, et au final, si vous voulez, notre objectif, c'est de multiplier les canaux de vente pour le commerçant, c'est de réduire les flux, faciliter la prise de commande pour un gain de temps pour le consommateur et une meilleure organisation pour le commerçant. Donc la société Dood, en 3 mots, on existe depuis un peu plus de 3 ans. Donc on n'est pas arrivé avec le confinement, on est là depuis 3 ans. C'est un projet qui avance pas à pas. On a beaucoup investi dans le développement produit et notamment dans la gestion des problématiques métiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais notamment on intègre des interfaces caisses, mais on intègre aussi tout ce qui est gestion avec un algorithme assez poussé pour gérer les problématiques métiers et que la commande en ligne s'intègre dans le flux d'activité du restaurateur ou du commerçant sans désorganiser et qu'au final, ça soit positif en termes d'expérience client pour le consommateur. Voilà pour les grandes lignes de Dood. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais y répondre par la suite. Ça marche, hyper intéressant. Merci Antoine. Loïc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot juste sur Davon avant qu'on… Oui, alors Davon, déjà, c'est le prénom de mon épouse, qui est d'origine laotienne et thaïlandaise. Et elle a eu l'idée, évidemment avec moi, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, de développer un réseau de boutiques de création culinaire d'inspiration thaï. Alors pourquoi on parle de création culinaire? Parce que Davon, qui est à la fois son prénom et le nom de l'enseigne, sa mission, entre guillemets, son objectif, c'est de proposer effectivement des recettes qu'elle-même a créées. Donc Davon a créé toutes ces recettes, a créé toutes les sauces qui vont effectivement accompagner ces recettes. Et l'idée, c'est de proposer dans nos boutiques, alors je parlerai après de nos boutiques, toutes les propositions, toutes les créations qu'elle a imaginées, alors toujours sur une inspiration, soit thaï, soit laotienne, soit le mix des deux. Notre modèle, c'est principalement de l'emporter, à 85%. On a une activité traiteur, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. On est sur un positionnement plutôt de gamme, ça c'est important dans ce que je dirais certainement tout à l'heure. On a ouvert notre première boutique il y a juste 3 ans, on fêtera nos 3 ans le 15 novembre de cette année. On est depuis quelques mois dans un food court. Alors, on est en métropole lilloise, je ne l'ai pas précisé. On est dans un food court depuis fin juin qui s'appelle la Friche Gourmande, toujours en métropole lilloise. Et là, on ouvre d'ici une dizaine de jours une deuxième boutique, pas très loin d'ici, mais bon, voilà, c'est une zone de chalandise un peu différente. Donc, ça nous fera effectivement 3 points de vente en 3 ans. Et l'idée à présent, c'est d'en ouvrir environ un nouveau tous les 12 à 18 mois, en visant certaines villes françaises et assez rapidement l'international. Ok, un bel établissement et une belle ambition. Ouais, on essaye. Top, parfait. Bon, en tout cas, ravi de t'avoir là, Loïc, aussi pour avoir ta vision et un petit peu ton retour d'expérience sur le pilotage d'un et plusieurs établissements à venir. Alors, en guise d'introduction pour finalement le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine de refaire un topo sur la complexité et les difficultés que rencontre le secteur de la restauration aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que les méthodes, les canaux de vente, tout change et vous, les restaurateurs, êtes constamment obligés de vous réadapter avec une incertitude assez forte sur les mois qui viennent. Donc, on a conscience de la complexité.
On a conscience du nombre d'alternatives aussi qui s'offrent à vous pour essayer de dealer, on va dire, avec tous ces nouveaux comportements qui changent extrêmement rapidement. Il y a une chose est sûre, c'est que du fait que ces changements sont nombreux, qu'on est dans l'incertitude absolue, nous on va vous inviter à privilégier la rentabilité absolument et éviter de se retrouver un peu comme ça peut être pour certains hôtels. Je prends cet exemple-là dans le secteur hôtelier, qui sont pieds et mains liés avec des plateformes comme Booking ou autres et qui ont beaucoup de mal à aller on va dire trouver des revenus avec des commissions énormes par rapport à l'activité en plus qui est un petit peu en dents de scie aujourd'hui. Donc voilà, on va parler de dépendance aux grandes plateformes aujourd'hui pour la restauration et on va aussi parler de cap sur la trésorerie parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout dans une période d'incertitude comme celle-ci. Voilà, on va entrer dans le détail de tous ces points et on commence avec Doud qui va nous parler de la plateforme propriétaire. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter en quoi une plateforme propriétaire peut vous aider à maintenir votre activité et à réduire votre dépendance aux grandes plateformes de livraison. Le principe, c'est que le paysage a beaucoup évolué, comme le disait Fred, ces derniers temps. Qu'au niveau des consommateurs, là aussi, je vais rien inventer, mais il y a une évolution forte des modes de consommation en restauration et plus globalement. En termes d'usage de commandes en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 81% aujourd'hui des Français qui ont déjà commandé en ligne. Pas forcément en restauration, mais il y a vraiment un usage qui se crée par rapport à ça. Et le contexte, effectivement, accélère ces usages puisque pendant le confinement, on a constaté des pics en termes d'utilisation de commandes en ligne au niveau global, mais aussi en restauration. Et nous-mêmes, on l'a vu sur notre plateforme avec des volumes de l'ordre sur le mois d'avril-mai de plus de 1000% d'activité sur la plateforme. Pour vous restaurateurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a là aussi, depuis notamment l'avènement des grandes plateformes de livraison, il y a vraiment une évolution forte des modes de consommation en restauration. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives qui se proposent aux consommateurs. Tout ça évolue et vous adaptez aussi avec. La commande en ligne, elle devient aujourd'hui incontournable et parfois, elle crée aussi des dépendances chez certains restaurateurs, notamment vis-à-vis de ces grandes plateformes. Et là, l'idée, c'est de trouver des solutions qui sont pas en opposition, mais qui sont plutôt complémentaires, des alternatives complémentaires pour développer de la vente en ligne tout en pilotant peut-être un peu mieux, en maîtrisant un peu mieux son activité et sa rentabilité. Donc, on va le voir juste après. Et en quoi Doud peut vous accompagner et en quoi une plateforme propriétaire peut vous accompagner. Donc, si vous voulez, ce qu'on constate avec les grandes plateformes de livraison, c'est qu'aujourd'hui, on perd le lien avec la clientèle. Les clients commandent chez nous, mais on les connaît pas, on les a jamais vus. On n'a aucune data sur ces clients, donc on peut pas communiquer avec eux, que ce soit par du emailing, que ce soit par des campagnes SMS. Et de fait, on peut pas les fidéliser. On a aujourd'hui des marques qui perdent du sens, de la valeur. On investit en tant que restaurateur. Je crois que Loïc pourra en parler mieux que moi tout à l'heure, mais beaucoup dans sa marque, dans son savoir-faire, dans son positionnement. Et finalement, sur ces grandes plateformes, est-ce que le consommateur, il commande chez nous, sur notre marque, notre point de vente, ou il commande plutôt sur la plateforme? On peut vraiment se poser la question. On va voir que notre référencement aussi sur ces plateformes, on le maîtrise plus, parce que si on arrive en tête de liste, logiquement, on va générer du volume. Si on arrive en bas de liste, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, aujourd'hui, il y a cette nécessité de le maîtriser. Et peut-être qu'on va pouvoir mieux le maîtriser avec une solution propriétaire. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a des commissions importantes. Et là, je me retourne plutôt vers Fred, qui viennent impacter forcément la rentabilité. Quand on parle de 30-35% de commission sur une vente, même si on va voir qu'on va en réimpacter tout ou partie chez la plupart des restaurateurs, ça va impacter la rentabilité, même si ça reste des solutions aujourd'hui qui sont très pertinentes parce que elles permettent de gagner en visibilité, elles permettent de générer du volume. Mais est-ce qu'on pourrait pas y associer une alternative, une solution complémentaire avec une plateforme de commande en ligne en propriétaire? Pourquoi le propriétaire? L'idée, c'est d'avoir une solution finalement win-win, qui soit tant pour le restaurateur, qui va pouvoir préserver sa rentabilité. On l'a vu tout à l'heure, on est sur un modèle où aujourd'hui, nous, on prend pas de commission, on est sur un abonnement fixe mensuel.
limité. On va avoir des prix qui vont débuter à 49 € par mois pour les premières offres, donc on va vraiment limiter l'investissement. Et win-win côté consommateur aussi. Pourquoi ? Parce que le consommateur, finalement, il va avoir accès à des prix boutiques et on va peut-être mieux répondre à sa manière de fonctionner et son souhait aujourd'hui de consommer peut-être chez son restaurateur en local. Alors, l'idée, c'est de répondre aux usages des consommateurs. Aujourd'hui, il y a du click and collect, du flash and collect, on l'a dit, de la livraison, et tout le monde s'y met, tout le monde consomme. Mais il y a aussi des tendances de consommation qui sont fortes. On consomme online. Aujourd'hui, ne pas disposer de solutions de commande en ligne, c'est un frein. Très concrètement, un consommateur, il va plutôt s'orienter vers un point de vente où il peut consommer en ligne, il a accès à la carte, il a accès aux produits, il a accès au visuel, il a accès au descriptif. Il n'a pas besoin d'aller chercher un numéro de téléphone, de téléphoner, ce qui prend du temps, et finalement, il va plutôt s'orienter vers des shops qui proposent la commande en ligne. Aujourd'hui, le réflexe pour beaucoup, c'est d'aller sur les grandes plateformes, mais pas que. On constate aussi qu'aujourd'hui, il y a un vrai retour, et c'est accentué avec la crise sanitaire, de revenir à une consommation plus locale. Finalement, faire travailler son restaurateur qui est en bas de chez soi, qui a 2 rues de chez soi, et finalement accompagner ce restaurateur plutôt que consommer sur une grande plateforme où finalement il n'y a pas une identité, il n'y a pas d'humain derrière, ou en tout cas c'est pas tangible pour le consommateur. Et surtout, c'est de consommer aussi au juste prix. Je l'évoquais tout à l'heure, on sait que tout partie des commissions sont généralement réimpactées sur ces plateformes de commande en ligne, et finalement un produit qu'on va acheter 10 € en boutique, on va le payer forcément un peu plus cher sur de la commande en ligne, et notamment sur de la livraison. Alors même si les frais de livraison, il faut financer, il faut rémunérer le livreur, on ne paye pas forcément le produit au juste prix. Et du coup, le contexte sanitaire, en plus, il accentue tout ça, donc il faut limiter les contacts, il y a du couvre-feu, il y a du confinement. Et donc aujourd'hui, on peut se dire que la commande en ligne propriétaire, ça peut être une alternative. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir recréer du lien avec le consommateur. Finalement, c'est de se dire que les clients qu'on connaît, notre clientèle, qui veulent consommer chez nous, si demain on leur propose une alternative qui permet d'acheter en direct chez nous, au juste prix, pourquoi les consommateurs viendraient pas consommer chez nous ? À l'instar finalement aujourd'hui de grandes chaînes, si je prends des exemples type Sushi Shop, Domino's Pizza, qui ont des solutions de commande en ligne propriétaires, qui ont des solutions de livraison en propriétaire qui fonctionnent très bien, pourquoi un indépendant ou un réseau ne pourrait pas lui aussi développer sa plateforme de commande en ligne propriétaire ? Ça va permettre quoi ? Ça va permettre de recréer du lien, de fidéliser les clients, parce qu'on va aussi pouvoir exploiter la data, on va connaître nos clients, on va pouvoir communiquer avec eux, on va pouvoir leur pousser des offres, et finalement, le client va prendre sans doute le réflexe, quand il souhaite consommer chez nous, de s'orienter directement vers notre plateforme, où il va sans doute trouver en plus des prix plus compétitifs. On va redonner du sens à sa marque, on va pouvoir maîtriser ces canaux de distribution. Finalement, demain, via les réseaux sociaux, via notre référencement site web, on va pouvoir pousser, faire des actions pour se mettre en avant et toucher une nouvelle clientèle. Et finalement, tout ça va nous permettre de maîtriser en fait notre rentabilité, puisqu'on sait exactement l'investissement qu'on va mettre dans notre solution de commande en ligne. Donc aujourd'hui, la commande en ligne propriétaire, l'intérêt, c'est de se dire que on peut être sur les grandes plateformes, mais de manière complémentaire, on peut aussi avoir une solution de commande en ligne propriétaire. Pourquoi ? Parce que on a des clients, on a une marque, on est sûr de nos produits, et finalement, tous nos clients, on va les fidéliser sur notre plateforme. Et on n'est pas forcément dans l'obligation de dépendre uniquement des plateformes, des grandes plateformes de livraison. Et là aussi, je rebondis effectivement sur l'exemple de Fred, qui évoquait la partie hôtelière, où on est exactement sur le même principe, où aujourd'hui les hôteliers ont tous ou presque des solutions de commande en ligne en direct, mais pour autant, pour la plupart, ils sont aussi référencés sur Booking, car ça leur permet de gagner en visibilité, toucher une autre clientèle, mais finalement en optimisant son référencement, en boostant de la com sur des réseaux sociaux ou autres, on va pouvoir drainer aussi une nouvelle clientèle. Loïc pourra aussi, je pense, l'évoquer après. Ouais. Donc, la commande en propriétaire va nous permettre donc de fidéliser notre clientèle, de répondre à un usage de notre clientèle, de gagner aussi en visibilité
et de préserver sa rentabilité. Et aujourd'hui, on le voit, il y a quelques chiffres que vous voyez à l'écran. Globalement, aujourd'hui, la commission, ça freine beaucoup de restaurateurs, donc là, on n'en parle plus. Et également, on voit que si je parle sur du click and collect, on a des paniers moyens qui sont généralement plus élevés qu'en livraison. Donc, pourquoi pas travailler sur cet axe aussi et pousser cet axe et pas se dire qu'il y a que la livraison. Et même sur une solution propriétaire, il y aura des frais de livraison, mais le client va acheter les produits au prix boutique, à leur juste prix, et il va payer des frais de livraison. Mais il sera sans doute prêt à les payer parce qu'il sait qu'il doit rémunérer le livreur, et ça, tout le monde l'entend et c'est tout à fait logique. Alors en termes de prix, on peut en parler. Je peux vous parler nous de notre expérience personnelle. Aujourd'hui, nous on travaille alors soit un client, un restaurateur qui a ses solutions de livraison, donc sa flotte de livreurs, soit, ce qui est pas souvent le cas, c'est difficile à mettre en œuvre. Et on a également un partenariat avec Stuart qui a des flottes de livreurs dans toutes les grandes villes de France. Et donc on est complètement intégré avec Stuart. Donc le client va pouvoir commander en livraison sur la plateforme en propriétaire du restaurateur, choisir l'option livraison, se faire livrer et automatiquement, en fait, le restaurateur n'a rien à gérer. Ça interroge les serveurs Stuart. Il y a un livreur qui est détaché sur le point de vente. Il y a un tracking comme sur les grandes plateformes aujourd'hui. Et au final, le client est livré. En termes de coûts, aujourd'hui, on est sur une fourchette en termes de frais de livraison qui va être de l'ordre de 6 à 7 euros par livraison, mais on va pouvoir piloter ça aussi. Pourquoi? Parce que finalement, on peut aussi travailler sur des minimums de commandes en livraison, c'est des paramètres, et on peut décider aussi de prendre en charge une partie des frais de livraison pour toucher une clientèle qui pourrait pas venir sur du click and collect. Donc, si je vous donne un exemple concret, si j'ai un minimum de commande à 30 euros, je décide d'en prendre à ma charge 2 euros. Finalement, on a un client qui va payer 4 euros à peu près de frais de livraison, ce qui semble assez raisonnable sur un panier à 30 euros. Et vous, ça va impacter de l'ordre de 6% sur votre rentabilité. Donc, on est sur quelque chose qui est tout à fait pertinent et qui répond, qui est acceptable et qui répond à l'usage des consommateurs. Donc, aujourd'hui, on peut développer un autre axe. Ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les grandes plateformes à la solution propriétaire, mais on peut avancer sur les deux. Voilà, peut-être que on répondra aux questions après. Peut-être que Loïc peut nous parler de son expérience et illustrer peut-être plus concrètement mes propos. C'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire sur tout ce que tu viens de souligner. Alors, je vais surtout parler de notre expérience, parce que c'est pour ça que je suis là, c'est parler de cas concrets, pas forcément de théorie, même si tu es carrément dans la pratique. C'est déjà pourquoi moi j'ai choisi Dood. Tu parlais d'un des premiers freins des restaurateurs, qui était effectivement les commissions. Bon, effectivement, vous leviez vous directement ce frein-là, puisqu'il n'y a pas de commission chez Dood. Moi, ce qui m'a séduit dans l'approche de Dood, c'était aussi de se dire, tu parlais de donner du sens à sa marque tout à l'heure, et je pense que le sens d'une marque ou d'une enseigne va aussi dépendre du sens que la plateforme se donne à elle-même. Je m'explique, c'est que moi, ce qui m'a plu dans la démarche Dood, c'est de se dire, on va aller chercher en métropole lilloise, puisque j'expliquais qu'on est de Lille, de la métropole, on va aller chercher des marques qualitatives. Alors, je m'entends qualitative, c'est en tout cas sélectionné. Il est important, effectivement, de se dire que au milieu d'une marque telle que Davon, plutôt sur un positionnement, donc je l'ai dit, taille premium, vont se retrouver des marques dans lesquelles j'ai certaines affinités de valeur, certaines affinités de sens. Donc, en même temps, le fait d'être sur une plateforme où je peux me reconnaître dans certaines autres enseignes va d'autant plus donner de la valeur à ma propre marque. Va limiter aussi malgré tout le nombre d'acteurs, même si pour nous, de toi Antoine, plus tu as d'acteurs, mieux c'est pour toi. Mais par ailleurs, quand on va sur une plateforme où il y a 20, 30, 40 intervenants, c'est mieux que s'il y en ait 100 ou 150 parce que je serai aussi forcément moins dilué. L'avantage étant aussi que dès l'instant où on vient sur une plateforme comme Dood, on vient pas forcément chercher du thaï, on peut chercher de la cuisine italienne, on peut chercher de la cuisine américaine, du burger par exemple, on peut chercher de la cuisine orientale et on peut tomber par hasard sur de la cuisine thaï et en l'occurrence sur Davon. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que l'écosystème s'est nourri de lui-même. C'est-à-dire que plus il y a de marques effectivement qualitatives,
plus ça peut attirer du client premièrement, et deuxièmement, plus ça peut profiter dans un espèce d'effet communautaire. Donc c'est pour ça aussi que moi j'avais apprécié la démarche d'Oud, c'est de se dire notre but c'est pas d'avoir tout le monde à Lille, d'avoir tous les restaurateurs de Lille, c'est d'en avoir une sélection et qui fait sens pour nous et qui fera sens les uns par rapport aux autres. On parle aussi tout à l'heure, on parlait de la diffusion de restaurateurs. Le restaurateur, il y a la restauration traditionnelle, hein, ceux qui vont servir en salle à table, et puis il y a ceux comme nous où on est plutôt sur un modèle de l'emporter. Même si on a aussi une salle dans laquelle on accueille nos clients, mais par exemple, pour donner un élément fort, depuis le déconfinement du 11 mai, nous, on n'a pas du tout réouvert notre salle au public, parce qu'il n'y avait pas de besoin clairement économique, parce que ça nous arrangeait bien dans ce contexte de distanciation sociale, de gestes barrières, où il fallait investir un petit peu d'argent et d'intelligence pour mettre aux normes la salle. Nous, on n'a rien fait de tout ça, parce qu'on n'a pas du tout réouvert, notre salle. Donc, alors, quand on est dans l'emporté, je pense que le contexte actuel de crise sanitaire peut être un accélérateur de business. J'en reparlerai tout à l'heure. Pour la restauration que j'appelle traditionnelle à table, moi, je voudrais juste faire une petite remarque ou un petit conseil, c'est de se dire que beaucoup de restaurateurs sont passés à l'emporter avec des solutions de click and collect ou pas, hein, de commande en ligne, de commande par téléphone. Je voudrais juste rappeler, alors sans sortir complètement de notre débat, que l'emporter, ça reste un métier. J'ai beaucoup vu chez des amis restaurateurs, pour s'en sortir, hein, clairement, de passer à l'emporter, mais avec des solutions d'emballage qui n'étaient pas du tout adaptées à l'emporter. Donc, si moi j'ai un conseil à donner à des restaurateurs, on va dire traditionnels, classiques, c'est que certes, l'emporter pour vous est une solution pour minimiser les pertes, clairement, et j'espère même pour gagner de l'argent, mais ne mégotez pas sur. Il y a une vraie réflexion à avoir sur vos emballages, parce que de vos emballages va véhiculer une image produit et forcément par capillarité une image sur votre propre marque. Moi, j'ai des expériences de restaurateurs plutôt très quali à Lille où j'étais personnellement très déçu de l'offre produit parce que la manière dont c'était présenté, dont l'emballage dans lequel c'était présenté n'était pas du tout idoine, n'était pas du tout approprié à cette emportée. Donc voilà, c'était une petite aparté sur la notion de je peux faire du click and collect avec de l'emporter chez des restaurateurs traditionnels, mais attention à bien soigner vos packaging, votre présentation. D'où nous on l'a mis en place en plein confinement quasiment, puisque on a fermé notre boutique un mois complètement. On a réouvert à la mi-avril et d'entrée de jeu, et je crois Antoine tu peux le confirmer, j'étais un des premiers restaurateurs à emporter, en tout cas à mettre Doud en place. Comment j'ai fait déjà pour mettre en place, c'est que j'ai énormément communiqué. Tu as parlé de la communication tout à l'heure. On parle beaucoup d'agilité en marketing, mais il faut surtout aussi parler de communication, c'est-à-dire que on ne pouvait pas faire connaître une offre si on n'en parle pas. Donc la première des choses que l'on a faites, c'est de continuer, même pendant le confinement, être extrêmement présent, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Mon épouse a mis en place des ateliers culinaires en ligne où elle avait parfois 150 personnes connectées en même temps. Et à l'issue, 5 à 6 000 vues. Donc, on a montré qu'on était présent. Dès l'instant où on a réouvert et qu'on a dit puisqu'on a dit qu'on était présent, évidemment, notre clientèle habituelle s'est rendue dans notre boutique. Et j'ai envie de dire pour presque d'autres raisons, ou pas pour la seule raison de se nourrir. L'idée aussi, c'était à l'époque de créer du lien social. Les gens étaient confinés depuis un mois, étaient chez eux avec leurs chéris, eux, avec un E ou sans E, avec leurs enfants, beaucoup de télétravail. Et les gens avaient vraiment envie de sortir pour des raisons louables et surtout de reparler à d'autres personnes en vrai, hein, en présentiel et pas en distanciel. On a tous fait des apéros par visio, mais là, c'était de revoir des gens. Et le fait d'avoir effectivement réouvert à cette période-là, ça crée effectivement du contact. Tu parlais tout à l'heure de ne pas perdre le client final. Et là, nous, on a recréé du lien. On a renforcé du lien avec des clients qui étaient déjà très fidèles à la boutique. Quand on a mis en place Doud, tu donnais quelques chiffres, Antoine, tout à l'heure. Moi, j'ai des vrais chiffres aussi à communiquer. C'est qu'en gros, d'entrée de jeu, dès la première semaine d'avril, c'était la semaine du 17 avril de mémoire, où on a réouvert le click and collect par Doud, ça représentait environ 30% de notre chiffre. Sachant qu'avant, que notre chiffre en click and collect était égal à 0 parce qu'on n'en faisait pas du tout. Donc, on est passé de rien à 30%. Et un autre chiffre qui est pour moi encore plus intéressant, c'est 80% de ces clients click and collect étaient des nouveaux clients.
des gens qui n'étaient jamais venus chez Davon, des gens qui ne connaissaient pas du tout l'entreprise, la marque, qui ne connaissaient pas du tout les produits, à tel point que les gens commandaient même, alors qu'à l'époque, on n'avait même pas, et on n'en a toujours pas d'ailleurs, hein, on mettait même pas de visuel produit. Alors nous, on vend des secret balls et on vend des souche rolls. Alors vous imaginez quand vous vendez des créations culinaires taille qui s'appellent secret ball et souche roll et que vous savez pas ce que c'est des prix moyens entre 12 et 15 euros et vous les commandez, c'est que vous avez soit une grande confiance dans la marque, mais grâce à la communication justement qui va nourrir la réputation, ou soit parce que vous avez vraiment envie de ne plus faire à manger chez vous. Donc c'était quand même super intéressant de voir que une grosse partie de ces clients Click and Collect qui pour nous n'existaient pas, c'était Click and Collect auparavant, avant cette date de mi-avril, étaient des nouveaux clients. Et je rejoins ce que dit Antoine, avec des paniers moyens super importants. C'est-à-dire que nous, des paniers moyens à 40, 50, 60 euros, voire plus, on en avait beaucoup. Pourquoi? Parce que effectivement, les gens sont chez eux et quand ils vont commander, ils vont pas commander que pour eux. On n'est pas sur la solution repas coup de pouce du midi pour une personne, on est pour une solution pour la famille. Donc on commande pour l'épouse ou l'époux, on commande pour les ados, et puis on se retrouve avec 4-5 plats. Donc en effet, les tickets moyens sont presque plus élevés qu'en boutique, même si nous, on a déjà des tickets moyens importants. Donc, voilà, donc le Click and Collect par le digital, c'est un prétexte aussi de communication, c'est un prétexte pour nourrir sa marque, c'est un prétexte, en tout cas, un facteur déclencheur de new business, de nouveaux clients, et de paniers moyens élevés. Avec aussi un autre phénomène que j'ai remarqué, alors qui est plus anecdotique, mais je souhaite quand même en parler, c'est la vente additionnelle in-store. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont dépensé 30, 40, 50 euros et qui parfois ressortent leur carte bleue déjà. On leur dit, mais pourquoi vous sortez votre carte bleue? Vous avez déjà réglé. Ah oui, c'est vrai, donc j'ai oublié. Ah bah tiens, je vais me refaire plaisir. Et ils vont prendre un plat supplémentaire, ils vont prendre des boissons supplémentaires qu'ils vont découvrir en rayon. C'est-à-dire que le fait de faire venir aussi les gens dans votre point de vente, c'est aussi une possibilité pour vous et pour nous, bien sûr, de leur proposer ou instantanément de déclencher un acte d'achat additionnel. Parce que finalement, la dépense a déjà été faite. Il y a un restaurant comme ça sur l'île, alors qui est pas étoilé, mais qui pourrait l'être bientôt, qui ne travaille que sur réservation par Internet avec paiement en ligne au préalable. Et quand vous allez dans ce restaurant, vous ne payez que le vin. Alors, on se dit, super, quand on sort du resto, on a eu pour 100 euros, c'était pas cher, sauf qu'on a juste oublié qu'on avait déjà dépensé 200 euros en ligne pour réserver sa table pour 4 personnes. Vous voyez, donc c'est cette notion-là, sans la revendiquer, sans la favoriser, naturellement, elle peut venir parce qu'effectivement, je dis, la dépense a été faite, vous créez du lien avec vos clients, vous échangez avec eux, ils ont la capacité à découvrir des produits qu'ils n'avaient pas vus forcément sur la plateforme et ça peut déclencher effectivement du business additionnel. Peut-être simplement pour compléter, et puis je sais pas si j'ai été précis par rapport à ça aussi. Nous aujourd'hui sur Doute, ce qu'on va proposer, c'est les deux facettes. C'est d'un côté vraiment la plateforme propriétaire qui va être chartée à votre image avec votre logo, vos couleurs et qui va venir vraiment s'intégrer à votre écosystème, site web, réseaux sociaux, Google My Business ou autre. Et de l'autre côté, au-dessus, on a une marketplace sur laquelle là on regroupe un certain nombre de restaurateurs. Voilà. En effet, sachant que effectivement le fait d'être sous technologie Doute, c'est la prochaine étape, puisque nous on a un site internet effectivement qui est en cours de réalisation, où là il y aura de très très belles photos, il y aura de la vidéo, etc., où effectivement nous allons plugger ta technologie sur notre e-shop, on va dire, ce qui fait qu'on viendra chez davon.com pour y commander des produits, mais la techno sera celle que tu as développée. Voilà, donc il y a vraiment les deux niveaux. L'idée de drainer sa clientèle qui nous connaît et effectivement, je rejoins complètement Loïc, c'est de se dire finalement, si je réinvestis peut-être une partie des commissions que je ne donne plus à ces grandes plateformes pour communiquer sur des réseaux sociaux, sur différents supports, finalement, je vais redrainer une clientèle sur ma plateforme en propre où ça me coûte un abonnement, effectivement, mais qui est maîtrisé. Et je vais pouvoir, drainer une partie de la clientèle. Encore une fois, il y a une puissance au niveau de ces plateformes de livraison qui est énorme. On n'est pas là pour se dire on va mieux communiquer ou plus communiquer qu'eux, c'est pas notre positionnement, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a un consommateur qui est aussi en recherche de solutions plus locales, qui est en recherche de consommation chez son restaurateur au juste prix.
et qui préfère aller dépenser chez son restaurateur plutôt que sur une grande plateforme. Et donc vraiment, le restaurateur va pouvoir s'assurer un volume d'activité. Et merci Loïc pour ces chiffres. Effectivement, c'est pas uniquement des clients existants, c'est aussi des nouveaux clients qui sont en recherche de ce type de solution pour plein de raisons, des solutions de facilité, des solutions éthiques, puisqu'ils veulent pas forcément consommer sur les plateformes. Voilà le principe. Hyper intéressant. Ben, merci en tout cas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une vraie prise de conscience côté consommateur sur la vie des restaurateurs et tout ce que ça implique dans leur choix. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi à ce sujet-là. On va y venir. On va vraiment tout traiter à la fin. Je pense que Antoine pourra nous éclairer aussi sur certains points et Loïc idem. Mais en tout cas, merci, hyper clair. Même moi, j'apprends des petits tips. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a la notion. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas du tout de livraison, de manière très, très anecdotique, en tout cas, ou alors sur des prestats très ciblés qui sont plutôt sur l'activité traiteur, dont je parlais tout à l'heure, mais là, on est sur des dépenses moyennes de plusieurs centaines à parfois plusieurs milliers d'euros, même si nous, en termes de nombre de clients, alors je sais que c'est pas. En ce moment, c'est pas le cas, mais quand il n'y avait pas le Covid, quand on parle de traiteurs, nous, c'est 60-80 personnes maximum en même temps. Sur une manifestation, on n'est pas traiteur à faire 800, 1000, 1500. On n'est pas un traiteur au sens organisateur de réception. Mais aujourd'hui, nous, la livraison, on l'a fait ni par les plateformes, parce qu'en effet, pour les avoir étudiés assez longuement, les commissions sont quand même relativement élevées. On ne peut pas totalement les imputer sur notre marge à nous, restaurateurs, parce qu'on aurait une vraie détérioration de rentabilité. On ne peut pas non plus la répercuter totalement sur le client final, parce que nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on est déjà sur un positionnement premium, c'est-à-dire que sur des plats entre 12 et 15 euros. C'est-à-dire que si on rajoute 2 à 3 euros, si on l'a rajouté même sur un plat, là, ça deviendrait presque, à mon avis, rédhibitoire. Et puis, internaliser sa livraison, c'est super compliqué parce qu'il faut acheter des bagnoles ou acheter des mobylettes. Bon, on a un produit qui n'est pas forcément hyper facilement transportable, en tout cas pas, ni en vélo ni en cyclomoteur. Mais l'internaliser, ça pose d'autres problèmes parce qu'il faut embaucher du staff, etc. Donc, comme dans le titre tout à l'heure, il y avait la dépendance aux grandes plateformes. Moi, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on peut se rendre indépendant de ces grandes plateformes ? Alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut aborder la question ou tout à l'heure, mais est-ce que finalement la livraison est inéluctable ? C'est une vraie question. Ça serait presque l'ouverture du webinaire. On prend de l'avance sur les grandes questions un peu plus existentielles. Mais c'est, en tout cas, non, c'est un vrai sujet. Je pense que tout se calcule, à mon avis, et je pense qu'ici tout le monde est largement en capacité de gérer ça et de projeter justement ces types de dépenses pour pouvoir répondre à ta question, Loïc. Du coup, en parlant calcul, je vais embrayer un petit peu, je vais essayer de faire court aussi, je vois le temps qui passe, sur la partie suivi de performance qui est non négligeable, dans le sens où Dood est une excellente alternative et il faut savoir mesurer justement l'impact que vous allez pouvoir tirer sur votre établissement et sur potentiellement les établissements que vous pouvez avoir. Rapidement, on a un centre de ressources sur le site Agicap. On a traité beaucoup d'autres problématiques que celles qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Si jamais il y a les replays des nombreux webinaires qu'on a pu faire sur notre centre de ressources sur notre site web. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez d'autres questions en tête. Alors, le but aujourd'hui, pour faire simple, avec la gestion de trésorerie qui va être liée à justement la multiplication des canaux de vente, ça va être comment mesurer l'impact de chaque canal sur votre trésor. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement simple. En fait, le principe, ça va être de pouvoir isoler le revenu des canaux dans tous vos encaissements, pardon. Finalement, j'ai listé 5 points vraiment, vraiment importants qui vont vous permettre de piloter avec une vision cash, clairement. Alors, premier point, ça va être catégoriser ses encaissements. Ça, c'est la base, a priori, ça va être d'être capable de découper. Donc, ce que je vous dis là, ça va être applicable sur votre fichier Excel si vous pilotez votre trésor avec Excel
ou sur Agicap si vous faites ça sur Agicap. Juste après, dans la foulée, moi je vais illustrer mes propos sur Agicap pour que ça soit un peu plus clair. Mais en tout cas, première chose, ça va être de catégoriser vos encaissements, de faire des catégories, des sous-catégories pour avoir une granularité suffisante pour pouvoir isoler finalement le revenu, que ce soit de la livraison, que ce soit de la vente en salle, que ce soit du click and collect ou d'oud ou autre. Deuxième point extrêmement important aussi, la dimension prévisionnelle, ou que ce soit sur des objectifs de chiffre d'affaires par exemple, ou alors la projection en tenant compte des factures engagées, etc. et de par exemple ce que vous avez fait l'année d'avant. On va vous inviter. C'est pas un BP qu'il faut faire là, c'est tout simplement vous projeter sur les mois qui viennent pour avoir une idée des moyens que ça va vous demander et avoir une idée d'un point de vue financier de ce que vous êtes capable de rentrer, que vous devez faire rentrer pour tenir votre croissance, pour tenir votre restaurant debout. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir une vision future pour pouvoir prendre des décisions aujourd'hui. Notamment, vous n'utilisez pas d'oud, vous savez que les mois à venir vont être compliqués. Et ben ça peut être une excellente alternative pour pallier aux différentes mesures qui peuvent potentiellement perdurer. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose en tout cas une pratique à mettre en place. La dimension de suivi en temps réel aussi. Chacun a un petit peu sa manière à lui de piloter. Nous, on va vous inviter à avoir un suivi le plus régulier possible. Vous faites peut-être un point à la fin de chaque service. Vous faites peut-être un point à la fin de chaque journée. En tout cas, votre logiciel de caisse va vous permettre de voir le chiffre que vous avez fait au service, la journée, à la semaine, etc. Et nous, on va vous inviter à regarder à travers Agicap, par exemple, ou sur votre fichier Excel, chaque jour, où vous en êtes sur votre objectif, où vous en êtes par rapport à l'année dernière, où vous en êtes dans vos encaissements versus vos charges ce mois-ci, tout diffère, etc. Donc, le suivi en temps réel, ça va vous permettre de constamment avoir en tête la performance de votre restaurant en live. Voilà, autre point, la rentabilité. Bon, on en parle depuis le début. Ça va être extrêmement important de piloter vos marges, piloter l'impact de chaque investissement sur finalement votre bilan à la fin du mois, être capable de simplement dire ok, c'était une bonne opération, c'était un bon mois ou pas, parce que si vous avez fait plus de chiffre d'affaires mais que finalement vous avez 30% de commissions qui partent chez Uber Eats, Deliveroo ou autre, voilà, le chiffre d'affaires il sera tout relatif. Dernier point, le test des décisions. En fait, c'est de la projection des scénarios. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. Être capable de tester, de dire ok, je veux embaucher une personne, je veux licencier une personne, je veux augmenter les tarifs sur tel ou tel menu, etc. Et vous devez être capable de projeter l'impact de chaque décision sur votre chiffre d'affaires à venir et sur la performance de votre trésorerie. Voilà, juste rapidement pour illustrer ces propos-là, je vais passer sur Agicap. Hop. Ok, donc vous voyez mon écran, parfait. Bienvenue sur Agicap. Juste rapidement, là, vous êtes sur le dashboard de suivi en fait qui va vous permettre de suivre votre trésorerie soit en temps réel, soit les projections que vous pouvez faire et bien entendu analyser le passé. Vous avez en vert toute la partie encaissement et reste à faire sur objectif et en rouge la partie décaissement et idem le reste à faire. Le bleu, c'est votre courbe de trésorerie. Juste en dessous, vous allez avoir tous les encaissements et tous les décaissements listés avec vos objectifs sur la droite. Alors, ce que je disais tout à l'heure, première chose, ça va être catégoriser les encaissements. Donc, vous voyez, sur la gauche, en fait, on a fait plusieurs catégories pour un restaurant type. Vous allez avoir sur place, vous allez avoir la vente à emporter, la livraison, etc., etc. Donc, par exemple, d'oud a absolument sa place ici, puisque ça va être un autre canal d'acquisition. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, dans cette partie encaissement, vous devez faire des objectifs. Donc ça va être clairement être capable de vous projeter de la manière la plus sûre possible. Voilà, donc ça c'est une chose. Le suivi en temps réel de vos performances. Donc ça, votre logiciel de caisse, il va vous permettre. Vous allez être en mesure de suivre en temps réel pour chaque service que vous allez pouvoir faire, mais vous allez
il faut que vous ayez absolument une vision sur ce qu'il vous reste à faire sur l'objectif, etc. Là, vous en êtes dans le mois. Ensuite, je parlais de rentabilité. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, c'est pas celui-ci. C'est des tableaux de bord. Donc, on parlait de KPI, de performance et autres types d'analyse. Là, clairement, le but, c'est de vous aider de manière la plus visuelle à centraliser tous vos KPI. Donc là, les KPI qu'on a là, vous pouvez les intégrer à votre tableau de trésorerie aussi. Ce qui va être important, ça va être clairement d'être capable de visualiser de manière claire là où vous en êtes. Donc là, on a mis un exemple avec le chômage partiel, la ventilation du chiffre d'affaires, etc. Mais le plus important, ça va être d'utiliser vos propres KPI en fonction du pilotage que vous avez sur votre cash, clairement. Et enfin, la dimension de test de décision, ça va être de projeter des scénarios de la manière la plus simple possible. En fait, nous, on a une petite option qui permet de le faire. Une embauche, par exemple, vous allez rajouter un salaire qui se met dans la case décaissement, hop, et finalement, vous allez voir votre courbe de trésorerie qui est impactée. Donc là, on a rajouté seulement le fait d'embauche, il n'y a pas de différence sur le chiffre d'affaires. En théorie, vous pouvez toujours, ça aura forcément un impact sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire ça sur Agicap, vous pouvez aussi faire ça sur votre fichier Excel. Ça sera plus ou moins automatisé. Mais la conclusion à garder en tête, ça va être vraiment de vous projeter, d'avoir une vision la plus claire possible. Pardon. Voilà, avoir une vision la plus claire possible sur les mois qui viennent et être capable en fait de vous piloter en prenant en compte des mois à venir, du cash dans les mois qui arrivent et prendre vos décisions aujourd'hui. Voilà, à ce sujet-là, Loïc, peut-être toi tu peux nous parler un petit peu de ta vision. Comment toi tu pilotes ton restaurant, t'en as plusieurs en ouverture potentielle. Qu'est-ce que tu as prévu à ce sujet-là? Je vais déjà rebondir sur le terme, le KPI. Alors, je connais pas notre public, c'est quand même un terme, un jargon qu'on peut avoir pour nous. Hein, c'est effectivement Ouais, bien sûr. un indicateur de performance clé hein, pour être très pragmatique vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. C'est déjà, on dit souvent trop d'indicateurs tue les indicateurs. Hein, c'est comme trop d'impôts tue l'impôt. Hein, c'est bien définir effectivement ces indicateurs majeurs. Alors évidemment, il y a le chiffre d'affaires, il y a toute la dernière ligne dans votre bilan, c'est le résultat. Il y a évidemment la marge, il y a évidemment la trésorerie, mais c'est pas la peine d'avoir 50 indicateurs déjà pour piloter sa boîte. Je pense qu'il faut en avoir 4-5 et les mesurer, comme tu le dis, avec comme on peut quand on n'a pas d'autre solution, avec des outils comme celui que propose Agicap, quand on peut le faire et c'est encore mieux, mais voilà, se définir des indicateurs clés et vraiment les regarder. Alors, comment on les regarde? Moi, je les regarde effectivement, alors mois par mois, alors ses avantages et ses inconvénients. Alors, quand je dis mois par mois, c'est que chaque mois, évidemment, j'ai mes sorties de caisse, donc mes encaissements. J'ai mes encaissements, j'ai évidemment mes différentes dépenses, je ne vais pas rentrer dans le détail, les charges variables, les charges fixes, la masse salariale, etc. etc. Ce qui fait que finalement, chaque mois, je suis capable d'avoir un mini bilan. Alors moi, je donne les infos à mon comptable, j'ai un cabinet comptable évidemment, je donne les informations comptables, mais moi, je lui demande qu'à J plus, on va dire que le 5, allez, entre le 5 et le 10 de chaque mois, une fois que les salaires ont été intégralement payés, les charges payées, je leur demande d'avoir mon tableau de bord. Et moi, ça me permet effectivement de savoir mois par mois si l'entreprise est rentable ou pas. Alors, et de voir aussi mon avancement par rapport à ce que j'avais objectivé. C'est-à-dire que on peut pas commencer une année, quel que soit le niveau de maturité en compta, en finance, en marketing d'un restaurateur, on peut pas commencer une année sans se donner une direction, sans se dire, bah, cette année, l'année dernière, j'ai fait tant, cette année, bah, j'envisage de faire tant, parce que s'il n'y a pas d'objectif, en face, il n'y a pas de moyens mis en œuvre, et puis s'il n'y a pas d'objectif, il ne peut pas non plus y avoir d'action corrective, de réaction, si jamais ça ne se passe pas comme on avait prévu, dans les deux sens, aussi bien en positif qu'en négatif. C'est vrai que cette année, je pense que la tendance globale, effectivement, sera plutôt en deçà des objectifs réalisés, parce que prévus,
parce qu'effectivement, qui pouvait s'attendre au Covid au mois de mars? Personne. Et qui peut s'attendre à ce qui va arriver dans les prochains mois? Nous-mêmes ne le savons pas nous-mêmes. Donc, mais néanmoins, même quand l'activité serait supérieure à ce qu'on avait prévu, il faut être capable de réagir en conséquence. Donc moi, je pense que les grands messages que j'ai à faire passer, c'est ayez des indicateurs. N'en ayez pas 50, mais des indicateurs clés. Hein, on en a parlé, le chiffre d'affaires, la marge, la masse salariale. Évidemment, le résultat en bas, la trésor, et puis le comparatif par rapport à ce qu'on avait imaginé, soit par rapport à N-1, soit par rapport à simplement un prévisionnel que l'on fait en fin d'année qui va arriver. C'est-à-dire que en ce moment, normalement, en novembre, on doit déjà être capable de sortir son prévisionnel 2021. Hein, c'est pas au mois de janvier qu'on commence à se dire comment je vais faire cette année. Donc voilà, moi le pilotage, il est pas. Alors moi, je suis plus un marketeur qu'un financier, hein, même si malheureusement, ce qui régit tout ça, c'est la trésor, c'est la capacité à investir, parce que si on n'a pas d'argent, on peut pas communiquer, et si on peut pas communiquer, bah forcément, on connaît la roue qui devient plus vertueuse mais vicieuse. Mais voilà, moi je suis pas un financier, mais voilà, je dis juste, il y a quelques indicateurs, suivez-les bien, et puis sachez vous entourer de compétences extérieures ou d'outils qui vont vous aider, parce que notre métier restaurateur, hein, alors quand je dis votre métier, c'est parce que moi je suis pas du tout restaurateur dans le sens où je sais pas du tout cuisiner, hein, je suis vraiment, j'accompagne vraiment sur le côté stratégique, marketing, communication, la marque, mais votre métier c'est pas de faire de la compta, votre métier c'est pas c'est de trouver des solutions qui vous aident à faire votre métier le mieux possible et de vous concentrer sur le client. Complètement. Parfait. Mais merci Loïc en tout cas pour nous avoir éclairé là-dessus. Hyper clair. Voilà. Donc dans tous les cas, pensez bien à vos projections, que voilà, facilitez-vous la vie, gardez. Les gens viennent chez vous pour la qualité de votre nourriture et la qualité de l'accueil avant vos tableaux de KPI évidemment. Mais c'est quelque chose qui fera que ça durera dans le temps. Donc ne négligez surtout pas cette partie-là. Ouais, je rebondis. C'est ce que tu dis, c'est dans la lignée de mes propos, c'est même si on a toujours l'impression que ce qu'on dépense à l'extérieur, c'est une dépense. Moi, je raisonne plus en investissement. C'est qu'est-ce que je vais gagner et ne pas le faire moi-même. Demain, alors moi, j'ai pas comment dire, j'ai pas d'action dans aucune entreprise, qu'elle soit la JCAP ou d'autres, mais c'est de se dire voilà, tout ce que je vais gagner moi en temps à ne pas le faire, en quoi je peux apporter de la valeur ajoutée à mon entreprise. Et nous, notre rôle en tant que restaurateur, qu'on soit dans la cuisine ou en dehors de la cuisine, en salle, à l'accueil client, on doit toujours se poser la question, mais quelle valeur ajoutée j'apporte à mon client? Et être derrière un ordinateur, analyser des chiffres, c'est pas apporter de la valeur ajoutée. C'est peut-être apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, mais pas au client. Donc, déléguer cette partie-là à des gens qui savent le faire, qui vont vous apporter des solutions, où là, vous allez gagner du temps pour être plus rentable pour votre propre entreprise. Rien à ajouter, c'est parfait. Avant qu'on traite les questions, je voulais juste vous parler de Cash is King. Cash is King, c'est une communauté sur Slack qu'on a mis en place il y a plus de 6 mois, donc c'était à partir du confinement à peu près. C'est une communauté d'entraide en fait entre entrepreneurs, dirigeants, restaurateurs et toutes les personnes en fait qui ont envie d'échanger au sujet de la gestion de trésorerie, au sujet des problématiques qu'on peut avoir autour du cash. Ça sous-entend donc que c'est bien entendu ouvert à tous, et si jamais vous avez besoin d'échanger avec d'autres personnes sur les solutions que vous utilisez, sur les problématiques que vous rencontrez, partez du principe que c'est forcément ou c'est déjà en train d'arriver à quelqu'un d'autre ailleurs. Voilà, donc si vous avez besoin de partager votre retour d'expérience, poser des questions ou même partager des bons plans, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Cash is King, c'est gratuit et sans démarchage commercial. Voilà pour les questions. Donc on a eu pas mal de questions, on va les reprendre petit à petit. Pas mal de questions sur Dood. Donc Antoine, déjà première question de Jean-Vincent, comment Dood peut-il concurrencer le flux des grandes plateformes de vente en ligne? Alors, comme je vous le disais, on n'a pas l'ambition de concurrencer directement le flux des grandes plateformes de commande en ligne. On a l'ambition d'amener en fait des solutions alternatives et complémentaires. Finalement, bon, c'est tout ce qu'on a évoqué jusque-là, de se dire, finalement, j'ai des clients qui me connaissent, qui veulent commander chez moi.
qui veulent commander en ligne, qui sont en recherche de solutions. Et aujourd'hui, ils n'ont pas forcément d'alternative. Parce que s'ils veulent commander chez moi, que ce soit pour du click and collect ou de la livraison, alors sur du click and collect, c'est le téléphone, c'est pas forcément l'usage. Sur de la livraison, c'est forcément une grande plateforme de commande en ligne. Si demain, j'ai une plateforme telle que Doodle, je vais proposer des services de commande en ligne qui répondent aux usages et les clients vont pouvoir commander directement chez moi et venir récupérer ou se faire livrer. Voilà, donc c'est du complémentaire. Et le flux, est-ce qu'on peut pas en transformer une partie et glaner des nouveaux clients au travers de sa solution propriétaire? C'est plutôt là l'enjeu. Et encore une fois, je rebondis sur ce qu'évoquait Loïc tout à l'heure, c'est de se dire, finalement, si je communique bien sur ma solution, pourquoi les gens commanderaient pas chez moi plutôt que sur une plateforme? Exactement, la vraie question, c'est à qui appartient de faire le job? Est-ce que ça l'enseigne à la marque, donc au restaurateur, ou est-ce qu'on délègue effectivement ce travail à l'autre? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Doodle, sa vocation, déjà, effectivement, c'est pas de concurrencer les grandes plateformes, mais c'est de se dire, mais n'attendez pas que la plateforme fasse le job à votre place. Si effectivement vous avez envie de vous développer sur votre collègue, c'est à vous de travailler votre offre. J'en parlais on a des questions sur la livraison. C'est à vous de travailler votre communication et de travailler votre notoriété et votre réputation, et pas seulement la notoriété. Et travailler sa notoriété, sa réputation, encore une fois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi de la répétition. C'est pas parce que demain vous allez mettre Doodle en place sur de la ou Insta, vous allez dire ouais, j'ai mis en place Doodle, que demain vous allez avoir 100 appels de clients. C'est à vous effectivement de le répéter d'une façon ou d'une autre, de différentes façons, c'est même encore mieux, pour implémenter ça dans l'habitude client, que chez Pierre, Jean-Jacques ou Paul enseigne ABCD, il existe une solution de click and collect. Et c'est à vous de le marteler intelligemment, évidemment, pour que les gens viennent chez vous et fassent la commande directement chez vous et non pas en passant par une plateforme. Absolument. Du coup, peut-être qu'Antoine, tu peux compléter. Il y a une autre question un peu dans la même veine de Eric. Quelle politique publicitaire est pratiquée par Doodle? Alors, aujourd'hui, nous, voilà, encore une fois, je pense que c'est un peu en tout cas en parallèle avec les grandes plateformes qui martèlent effectivement à tout va via tous les médias possibles. Nous, aujourd'hui, encore une fois, notre positionnement, c'est de se dire, on met à disposition un outil packagé, clé en main pour tout restaurateur, dispo en 24-48 heures, un produit qui va être marketé au nom de sa marque, charté au nom de sa marque et qui va pouvoir diffuser, proposer à ses clients. Au-dessus, il y a la marketplace. La marketplace, elle va prendre du sens quand on a une communauté, effectivement, un nombre d'acteurs sur la marketplace. Et à ce moment-là, on va engager des opérations de communication. On l'a fait sur Lille dernièrement, où aujourd'hui, on a un peu plus de 70 points de vente. Voilà, encore une fois, sur un positionnement plutôt premium sur Lille, où on a engagé des communications sur du webzine, sur des influenceurs, etc. Mais en aucun cas, on a pour vocation et pour volonté, et même les moyens, d'aller faire de la communication de masse via des supports télé ou autres. C'est pas notre positionnement. C'est plutôt, encore une fois, de se dire, j'ai un service que je mets à disposition. Et voilà, encore une fois, on n'est pas là pour opposer les deux. On est là pour amener ça en complémentaire en fonction de l'usage et de la volonté de chacun des restaurateurs. Très clair. Petite question technique, est-ce qu'on peut payer avec des tickets restaurants? Question de Camille. Oui, alors deux réponses. Possibilité de payer en carte ticket restaurant, si on a de la carte ticket restaurant dématérialisée. Et il y a également une brique de paiement sur place au moment du retrait, notamment pour absorber du ticket restaurant papier ou de l'espèce. Néanmoins, il y a toujours une garantie de paiement pour le restaurateur, puisqu'on prend toujours une empreinte bancaire. Et si toutefois c'est une commande frauduleuse, malveillante ou si un no-show mais que le client vient pas régler, il sera débité automatiquement au bout de 24 heures après l'heure de retrait prévue. Voilà, il en est informé bien évidemment, mais pour éviter les mésaventures qu'on peut avoir si on prend des commandes par téléphone ou bon, j'imagine que tout restaurateur dans l'assemblée a déjà eu des réservations qui n'ont pas été honorées ou autres. Là, on va pouvoir secourir de cela.
Ok, ça marche. Question d'Olivier, du coup, double question un petit peu. Quel modèle économique sur la livraison? Combien de commandes livrées par heure pour qu'un livreur en interne soit rentable? Est-ce que plutôt que de ne pas passer par Deliveroo, Uber et compagnie? Alors, nous, on a fait le choix en fait de faire une intégration globale avec Stuart. Stuart, donc qui est une des filiales de La Poste, qui a des flottes de livreurs dans toutes les grandes villes de France. Le principe, en fait, une intégration complète avec eux, c'est que pour le consommateur et pour le restaurateur, finalement, c'est transparent. Le client renseigne son adresse est éligible ou non. Il passe sa commande si elle est éligible et automatiquement Stuart va détacher un livreur qui va venir récupérer la commande et la livrer. Et il y aura des frais de livraison, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui vont être de l'ordre de 6 à 7 euros en fonction de la distance. Après, ça va augmenter en fonction de la distance. Et le modèle économique, finalement, par rapport à ça, il est de se dire que je vends mes produits en prix boutique. J'applique pas, je répercute pas un taux de commission qu'on prendrait par ailleurs, et le client va payer des frais de livraison. Je peux décider, si je le souhaite, de sponsoriser une partie de ces frais de livraison, donc prendre en charge une partie de ces frais de livraison, euh, tout en définissant un minimum de commandes. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, et pour répondre à la question d'Olivier, quand je parlais de 6% de marge, c'est sur de la livraison. Je parlais du cas concret. Si j'ai un panier à 30 euros, je sponsorise de l'ordre de 2 euros la livraison. C'est un choix, hein, je suis pas obligé de le faire, c'est un paramètre que je maîtrise. Ça va me coûter 6%. Mais ça va peut-être me permettre de toucher une clientèle qui n'aurait pu faire du click and collect, qui souhaitait absolument de la livraison. Donc, je vais peut-être toucher une autre clientèle, mais je ne vais pas reverser 30 ou 35%. Là, on est sur un 6%. Ça m'a coûté 2 euros de livrer un client qui était à 4 km de chez moi. Voilà. Donc, le modèle, il est là. Il est là. Et encore une fois, c'est cette alternative de dire au client, bah, vous pouvez commander directement chez moi et je peux vous livrer. Et pas forcément sur une plateforme où finalement, bah, vous allez sans doute payer plus cher et vous allez commander sur la plateforme et pas chez moi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le consommateur, il est conscient aussi qu'il y a des taux de commission et que finalement, c'est pas forcément l'idéal aussi pour le restaurateur. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, il y a une conscience aussi au niveau du consommateur de consommer local, d'accompagner les commerçants de proximité. Et du coup, ils préfèrent sans doute consommer chez eux en direct plutôt que sur des plateformes. Et l'analogie avec l'hôtellerie, encore une fois, je pense qu'elle est hyper pertinente. Top. Autre question de Jean-Vincent. Pour Loïc, du coup, est-ce que toi, tu as testé Deliveroo Uber pour comparaison quand tu parles de plus 30% en click and collect? Ouais, non. Alors, moi, j'ai pas testé Deliveroo Uber. Alors pour des raisons à la fois endogènes et exogènes. Alors exogène à la boutique, au restaurant, parce que on est en périphérie de l'île et la zone dans laquelle je me trouve n'est pas couverte par les Deliveroo et Uber Eats. Donc déjà, ça réglait le problème. Ils ne pouvaient y venir. Les raisons un peu tu vois, exogènes à la boutique, bon, c'est effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le coût, hein, le coût de la livraison que je trouve à la fois exorbitant, rédhibitoire, parce qu'on a déjà aussi un positionnement prix plutôt élevé. Donc voilà, aujourd'hui, il n'est pas un frein, mais peut-être que si je l'augmentais de 2 à 3 euros parce que je répercuterais une partie du prix de la livraison sur le client, peut-être que là, malgré tout, même si Davon a une super réputation sur la métropole, peut-être que ça pourrait le devenir. On a aussi des produits, moi je vois hein, les gens en vélo, en mobilette, je ne vais pas dire qu'ils grillent des feux ou les stops, mais bon, il y a des moments, c'est comme un peu le Far West, leur manière de rouler. Et j'imagine pas certains de mes produits, j'imagine pas la majorité de mes produits qui sont aussi joliment présentés d'un point de vue aspect. Hein. Il y a du soin qui est apporté. C'est pas ça. Il faut pas seulement que ça soit beau, bon, mais il faut que ça soit beau aussi. J'imagine dans quel état, même avec des packaging travaillés, parce que bon, le packaging, ça a été aussi mon métier pendant plein d'années. Je vois pas le produit arriver en bon état chez mon client. Donc moi aujourd'hui Deliveroo Uber Eats, moi je ne suis pas posé la question de la même façon ce que j'avais dit tout à l'heure, est-ce que la livraison, le besoin de la livraison est inéluctable? Et moi j'ai envie de répondre à cette question-là. J'ai envie de répondre non. Alors c'est peut-être facile à dire pour nous qui avons effectivement une offre qu'on trouve pas facilement. J'explique.
encore une fois, j'ai rien contre les produits que je vais citer, mais demain, je serai pizzeria, sushi ou burger. Je suis chez moi, je vais commander par exemple un burger en étant à Lille. Je connais des gens qui en font des très bons, je ne donnerai pas de nom. Je connais des gens qui en font des moins bons, mais finalement, c'est quand même le choix. C'est-à-dire que si je cherche burger sur Lille en livraison, je vais certainement avoir 10 acteurs, plus ou moins bons dans leur domaine, et qui vont me proposer un burger. Si je cherche du thaï, déjà, je vais en avoir un peu moins. Et si je cherche un taille, on va dire revisité, plutôt premium, tel que fait sans parti pris, hein, j'essaie d'être en toute impartialité, justesse de ce que fait Davon. Je me dis que finalement, j'ai pas beaucoup, voire j'ai pas de confiance sur la métropole. Et j'ai envie de dire, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est avant de se dire, est-ce que la livraison, je dois y mettre ou pas, c'est est-ce que j'ai travaillé la singularité de mon offre. Est-ce que mon offre elle est suffisamment attractive aujourd'hui pour que l'effort, je ne le transfère pas sur un tiers, c'est-à-dire sur le livreur, mais je le transfère pas en fait, je le garde pour moi. Parce que faire de la livraison, c'est simplement de se dire, moi j'ai pas envie de bouger, je vais demander à quelqu'un de bouger pour moi, quitte à payer ce mouvement, ce déplacement. Et moi je dis, si vous avez travaillé votre offre de manière suffisamment attractive, singulière, c'est-à-dire singulière que l'on ne peut pas trouver la même facilement. Là, le client, il dit, si je veux du Davon, mais ça, c'est vraiment du cas vécu, si je veux du Davon, aujourd'hui, je me dis, j'ai pas besoin de livraison, j'ai pas l'intention d'en faire, en tout cas, pour le court terme, voire le moyen terme, je ferai l'effort d'aller dans cette boutique-là. C'est-à-dire qu'on crée vraiment la boutique de destination. C'est moi, client, qui dois faire l'effort d'aller dans cette enseigne si je veux me faire plaisir avec cette enseigne. Mais encore une fois, faut-il que cette enseigne soit capable d'apporter la promesse d'un vrai plaisir. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je dis livraison, oui. Si elle apporte du chiffre d'affaires additionnel, si c'est pour faire de la substitution, ça n'a aucun intérêt. Si on paye, on détériore sa marge pour faire un chiffre d'affaires qu'on aurait fait sans le livret, c'est pas la peine de le lancer, cette livraison. Et après, c'est de se dire, effectivement, est-ce que je ne serais pas capable, avec mes produits, de faire déplacer moi-même les gens? Ok, ça marche. Je vois qu'on déborde beaucoup sur le temps. J'ai une dernière petite question pour toi, Antoine, qui concerne Dood. Et après, on plie. Est-ce que j'ai besoin d'avoir mon propre site internet pour travailler correctement avec Dood? Sinon, comment faire en sorte d'être correctement référencé devant les plateformes de livraison lorsqu'un client cherche mon établissement? Alors, plein de réponses par rapport à ça. Alors, il y a déjà un exemple concret, hein, c'est que Loïc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais aujourd'hui, Loïc n'a pas de site. Donc, il a communiqué sur Dood par d'autres supports, finalement, que sont les réseaux sociaux, que sont la communication en point de vente, que sont des ateliers qui ont été organisés par son épouse. Voilà, et donc il y a plein de moyens de communiquer. Aujourd'hui, le digital, c'est sûr que c'est extrêmement puissant. Les réseaux sociaux sont extrêmement puissants. On peut booster des communications pour être visible, mais il y a aussi de la bonne vieille communication sur du fly, sur du QR code qu'on va pouvoir présenter, informer nos clients. Et comme le disait Loïc, je pense que encore une fois, l'effort de communication, il doit se faire dans la durée, de manière intelligente, répétée, pour qu'on éduque petit à petit le client et qu'il ait ce réflexe de se dire, tiens, j'ai une alternative, je sais que dans le restaurant A, je peux commander en direct. Donc, le site internet, ça va être intéressant. Après, un site internet, il y a de tout aussi. On peut tout à fait aujourd'hui développer pour quelques centaines d'euros un one page très pertinent qui va nous permettre d'avoir un nom de domaine. Et pour tout ce qui est commande en ligne, en fait, lien depuis les réseaux sociaux, depuis le Google My Business, on va faire un lien qui ira sur ce site et petit à petit, on va optimiser notre référencement parce qu'on va optimiser le trafic et finalement, ce one page aujourd'hui, il aura du sens aussi. Donc, c'est pas indispensable, c'est un plus, mais il y a plein d'autres leviers qu'on peut travailler aussi. Ok, et dernière sous-question, est-ce que tu as des stats sur la mise en place de Dood et le pourcent des clients actuels qui basculent sur le click and collect? Encore une fois, alors forcément, quand on met en place, c'est des clients actuels qui basculent, c'est des consommateurs, hein, j'imagine, hein, si je dis pas de bêtises. Forcément, il y a un phénomène de cannibalisation, c'est-à-dire que des clients qui venaient en boutique ou sur le point de vente consommer en direct, qui passent sur de la commande en ligne, forcément, il y en a. L'idée,
Et finalement, est-ce que c'est préjudiciable? Pas certain, parce que finalement, peut-être qu'on va pouvoir travailler sur la récurrence d'achat. On va leur offrir un service qui va les fidéliser, parce que demain, ils vont pas découvrir un autre shop où finalement, je peux commander en ligne, c'est plus pratique et je vais plutôt m'orienter vers l'autre shop. Donc, il y a de la cannibalisation, mais encore une fois, cette cannibalisation, elle vient pas impacter ma rentabilité, parce que le client qui consommait pour 20 chez moi, demain, il passe par ma commande en ligne, il consomme pour 20 chez moi et les 20, ils vont chez moi. J'ai mon abonnement, effectivement, il y a un abonnement, il y a un coût, mais comme je vous le disais, on est sur des offres packagées qu'on maîtrise et donc on vient pas, alors que peut-être les grandes plateformes, j'ai un client qui jusque-là venait chez moi, maintenant on passe par ces grandes plateformes et finalement là j'ai de la cannibalisation et j'ai de la perte de rentabilité. Donc là c'est peut-être plus dangereux. Et même, comme tu dis, et même il y aurait de la cannibalisation, finalement, le net serait nul. Hein. C'est-à-dire que ce que tu perds d'un côté, tu le récupères de l'autre. C'est aussi que ça participe à donner de la valeur de marque, ne serait-ce que sur un angle sur l'angle de l'innovation, de l'image. Se dire, tiens, cette boutique-là, elle a une solution digitale, que je l'utilise ou pas, à la rigueur, c'est pas grave, mais au moins elle en a une. Donc ça veut dire qu'elle est dans le mouvement, elle est dans les tendances. Donc c'est aussi un facteur pour moi de différenciation potentielle. Absolument. Bon, on est hors timing, mais c'est bon signe. Il y avait de l'intérêt, des questions. C'était en tout cas hyper pertinent comme les approches. J'espère que, en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés, on a pu répondre à toutes vos questions. Si jamais on reste, bien entendu, je parle au nom d'Antoine et Loïc, disponible si jamais vous avez des interrogations qui persistent sur les solutions, sur ce qu'on fait chacun de nous. N'hésitez pas, on est disponible et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je vois Antoine qui tape, je pense qu'il met son contact. Je vais mettre. Voilà, dans tous les cas, vous avez eu le mien par mail, il n'y a pas de souci. Et puis si jamais vous êtes du côté de Lille, je vous invite à aller faire un tour chez Davon pour tester tout ça. On vous accueillera avec plaisir. Ça marche. En tout cas, merci à vous, Antoine et Loïc. Merci Fred. Merci Fred. Et merci à tous de nous avoir écoutés et pour toutes ces questions. On était ravis d'échanger avec vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous et à très bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.